C'est leur procédé. Et les fils de Chantal Biya sont forts dedans. Les marchés de la canne, c'est ce qu'ils ont fait avec plusieurs sociétés écrans, où ils ont détourné des milliers de milliards. Si les gens qui ont volé l'argent de la construction des stades, de l'organisation de la canne au Cameroun ne sont pas en prison, malgré, n'est-ce pas, tous les rapports, que ce soit de la Chambre des comptes ou que ce soit, tous ces rapports qui accablent ces gens-là. S'ils ne sont pas en prison aujourd'hui, c'est parce que les fils de Chantal Biya sont impliqués. Chantal Biya elle-même, elle est impliquée. C'est pour ça que l'affaire a été étouffée. Sinon, les Ngongo, les Atangandi, les Mwele Kombi, tout cela devait être aujourd'hui en prison. D'ailleurs, vous vous souvenez, on avait convoqué Ngongo. Au pétrole camerounais, c'est le business de Paul Biya. Et actuellement, comme Biya n'est plus, c'est maintenant le business de Chantal Biya. Toutes les mines au Cameroun, retenez ce que je vous dis, c'est le business de Chantal Biya. L'or, le diamant, toutes les mines, le fer, toutes les mines au Cameroun, c'est Chantal Biya maintenant qui a la main sur ça. Avant, Paul Biya, lui, il se sucrait avec son pétrole sans problème. Et Chantal Biya gérait le reste des mines. Mais maintenant, sur le pétrole aussi, elle a mis la main parce que lui, il est fatigué. Donc, c'est ce clan-là, ce petit clan cartel-là, qui gère toutes les ressources du Cameroun. Et s'il vous plaît, il dilapide ça. Vous ne pouvez même pas imaginer. On avait mis dans les livres de compte au Cameroun par rapport aux sorties de l'or. On avait mis combien de kilos en un an? Je sais plus c'était combien de kilos. C'était 5, je sais plus combien de kilos. Mais on a retrouvé l'or camerounais aux Émirats Arabes Unis là-bas. On a comptabilisé plus de 20 tonnes d'or camerounais non déclarés. Ça a fait comment pour arriver là-bas? Je te dis que les gars déclarent 4 milliards à des mines solides. Les gars vous déclarent de ces chiffres vraiment que, je ne sais pas, du quartier. Mais lorsque vous entendez, parce que vous savez que l'or, quand même, quand l'or vient du Cameroun, les gars, vous voyez un peu, les gars, ils ont des signatures. Donc, plus de 20 tonnes. Mais attendez, les gars sont en train de faire du sale. Mais tout ça, on peut remédier. Si quelqu'un de sérieux prend la tête du Cameroun, on peut revoir tout ça. On peut revoir tout ça et reprendre notre pays en main. C'est trop facile, il suffit juste de la volonté politique. Donc, ce n'est pas impossible de construire ce Cameroun-là. Et ce qui est bien avec le pays, un pays comme le Cameroun, c'est un pays indispensable dans la zone Afrique centrale. C'est un pays qu'en 10 ans, on le remet sur les rails et chaque Camerounais respire. En moins de 10 ans même. En moins de 10 ans, on construit des routes praticables. La chance qu'on a, c'est que les Camerounais sont des battants. Donc, ça veut dire que si on met à leur disposition des infrastructures qui peuvent les accompagner au quotidien, les Camerounais sont capables eux-mêmes de relever leur pays. Tout ce que le président a à faire, c'est de leur donner un coup de pouce. C'est tout. Mettre à leur disposition les retombées financières de nos ressources naturelles. Et les Camerounais vont faire le reste. Imaginez qu'on signe des contrats de construction des routes partout au Cameroun. Genre les 5 premières années du mandat du prochain de Maurice Kamto, il se consacre sur les routes, l'électricité, l'eau potable. Il se concentre rien que sur ça. Ça va faire en sorte que les Camerounais seront allégés d'une certaine tâche. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans ce pays-là. Beaucoup. C'est de ça dont les Camerounais ont besoin. Donc ce n'est pas impossible de changer la donne. Ce n'est pas impossible. Alors, j'ai vu là, il y a le général Bangando qui attaque les gens en commentaire. Ce matin, je me suis amusé à dire quelque chose au général Bangando. Ne le mutez même pas. Général Bangando, s'il te plaît, avant de retourner la chambre de commerce chez les enfants des eaux et de la forêt et de la bêtise, faut retourner la SNH dans le Nozo, hein, parce que ce que Ngongo prend dans la SNH avec le ministre des Finances, avec celui des mines, et ce qu'on te nourrit avec là, ce qui t'a nourri, parce que toutes les mines, ton champion Paul Biya a déclaré toutes les mines, 2 milliards. Le pétrole seul, c'est 700 000 milliards. Et 90% de ces pétroles viennent des enfants du Nozo que vous assassinez injustement là. Vous prenez, vous partez vous asseoir à côté des Toudji avec, à Yaoundé. Donc, en revendiquant la chambre de commerce à Ebolova, il faudrait aller mettre la SNH, la Sonara,
la CSPH. Il faut aller mettre tout ça dans le nozo. Comme ça, on sera quitte. Tu comprends? Comme ça, les enfants de l'eau et la forêt, comme vous produisez, vous avez un champ pétrolier qu'on appelle via la SNH. Ils produisent 0,0. 2023, 0,0, on les paye. 2024, 0,0, on les paye. Donc, c'est pour te dire qu'en matière même de devises, si on sépare les deux Cameroun là, donc projet de sécession là, ceux du Nozora, ce sera comme la Norvège. Et toi, ce sera comme le Tchad et le Cameroun. Tu as vu comme le Tchad a 1 million de kilomètres carrés avec les pauvres lots et le Cameroun a quelques kilomètres carrés avec des richissimes, avec quelques richissimes, non? C'est comme ça que ça va se passer, frère. Moi, je t'appelle à réfléchir. Je te dis encore, il est encore temps pour toi de réfléchir. Parce que dans ta tête qui ne tourne pas bien là, tu n'es même pas normal. Si tu regardes un pays comme l'Allemagne a quel pétrole? Mais l'Allemagne a l'intelligence, l'Allemagne a le savoir, l'Allemagne construit Mercedes, l'Allemagne construit BMW, l'Allemagne a des PME. Toi, tu n'as pas compris quoi? Mieux vaut un intellectuel que quelqu'un qui a la ressource. La ressource te sert à quoi? Voilà la Sonara. La Sonara a pris feu. Tu passes ton temps à accuser la France. La France elle avait même construit la Sonara avant même que le Cameroun ne devienne pays producteur de pétrole. Mais le Nyomgi que tu appelles Paul Biya, tellement il est idiot qu'il ne réfléchit même pas que même le colon dont il est le meilleur élève, il a copié, il n'a pas collé, avait construit la raffinerie parce qu'il devait aller exploiter le Cameroun. Lui peut quand même construire aussi la raffinerie pour faire du bien aux Camerounais. La raffinerie prend feu sans assurance. Toi, tu revendiques des conneries aux gens. Si la raffinerie avait au moins l'assurance, on pouvait même payer. Maintenant, vous allez prendre l'argent des enfants du Nozo, de l'Est, de l'Ouest, de tout le Cameroun, soutien raffinerie. Ils vous payent 54 francs. Un moto-taximan te paye 5. C'est le moto-taximan, il vaut mieux que toi. Toi qui es à Toulouse, là, tu ne sais à rien au Cameroun. Toi, tu ne sais à rien. Tu n'es qu'un sécessionniste inutile pour la République. Donc, les gens qui cotisent même l'argent, les gens qui doivent parler dans ce pays, c'est les moto-taximans. Les gens qui doivent parler dans ce pays, c'est les Bayam Salam, c'est les taximans, c'est ceux qui contribuent dans l'argent du pétrole là. Parce que vous leur avez mis 29 taxes et vous venez leur dire que non, vous avez subventionné le pétrole. Vous avez subventionné où? Votre SMIC, le SMIC du Nyomgi, n'atteint pas 50 000. Au Gabon, le petit Gabon qui est à côté là, le SMIC c'est dans les 140 000. La Côte d'Ivoire c'est dans les 90 000. Au Tchad même, je dis même le Tchad, même la SCA, même les petits pays là, le Congo. Paul Biya, il a pris le Cameroun, il a mis dans la connerie et la bêtise. Et nous espérons même que bon nombre d'enfants du Sud, parce que c'est même la majorité des enfants du Sud sont contre la gouvernance de Biya. Ils commencent à se lever contre la gouvernance de Biya. Et hier, Max Seigneur et nous, sur le live de Bagaman, nous avons reçu une dame, une digne femme du Sud, qui est partie construire la route dans ton village. Le maire lui a dit qu'elle a l'argent à jeter à travers les fenêtres. Le maire a bloqué ses projets parce qu'elle a construit la route. En fait, tu es comme le maire là. Vous êtes des gens qui bloquent tout le développement. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Soit vous êtes sorcier, soit c'est l'ivou, soit vous êtes des hiboux. Moi, je ne comprends pas. Et puis, je pense que Chokofout a raison de dire qu'à un moment, il ne faut même pas la contradiction. À un moment même, depuis que tu es passé sur le live, tu es toxique comme le rat. Tu as fait même ce qu'on était en train de dire aux gens. On est passé à autre chose. Le temps de t'insulter, c'était le temps de récupérer même 4 Camerounais et les ramener au MSC. Donc, prochainement, même tu es bloqué. Parce qu'on veut même plus vous voir. On veut plus vous voir. Vous êtes toxique pour la République. Donc, quelqu'un d'autre peut... Polidori, vas-y. Oui, je ne sais pas s'il est là. Ah, ok. Allô? Allô, bonjour. Ouais, Polido, va. Ah, ok. La connexion est bonne. Ouais, Merci beaucoup. La Je tiens connexion- toujours à vous remercier. La connexion, l'autre qui avait dit que le Cameroun est connecté sur le câble celle sud brésilien. C'est bon, vas-y. Ok. Vous savez, je dois d'abord me rassurer. Vraiment, je vous remercie toujours pour le combat que vous menez. Bien que vous vous retrouvez à l'extérieur avec tout ce qui se passe au Cameroun, vous ne nous lâchez pas, vraiment. Je sens que si on avait des Camerounais dans la diaspora comme vous,
ce régime ne devait pas faire 42 heures au pouvoir. Parce que je tiens toujours à vous informer que c'est grâce à vous si M. Mbia ne parvient plus à faire plus de 2 mois à l'extérieur. Depuis 2018, quand vous avez lancé ce combat de chassement de M. Mbia, je vous assure, il est obligé de rester au pays. Et c'est ce qui se passe. Donc, il faut continuer dans ce sens du combat. Et M. Momo, hier, je vous ai appelé, hier, j'étais sur le panel, hier, je ne pouvais pas parler. Je suis à Douala présentement. Et j'étais dans le bus. Là où j'ai compris la bêtise d'un monsieur qui nous disait que l'argent de Mbia, c'est avec cet argent qu'on a été éduqué. Il n'a même pas pu répondre à sa question. Vous savez, c'est ces gens-là qui sont les membres du RDPC là. Ils sont les gens qu'on essaie de piloter, juste on les met des idées dans la tête pour qu'ils viennent de réciter ça à chaque fois sur des panels. Ils n'ont pas dessus. Comme Choco Foud l'a dit, je vous assure, il n'y a pas de condamnation. Ceux qui sont au pays voient l'arrêter avec leurs yeux. Tout à l'heure là, j'ai pris la moto pour Basson. À ma grande surprise, j'arrive au Carrefour Basson. Apparemment, ils sont en train de lancer les travaux vers l'hôpital de Sœurs, ça doit déranger les routes vers l'hôpital de Sœurs. Une route que j'ai quitté le lycée de l'Opom en 2010, je crois bien. Cette année en 2010, cette route-là était déjà vraiment, je dis, cette route-là était déjà livrée au moins pendant 3 années. Même à grande surprise, j'ai dit cette année-ci encore à Douala, en 2025. C'est à ce moment que les gars ont lancé les travaux pour essayer de voir comment ils doivent faire pour, n'est-ce pas, attirer l'attention des Camerounais à la veille des élections 2025. Mais là, ce qui me plaît, c'est que chaque fois que je monte sur la moto et que je rencontre un Camerounais, les gars sont déterminés, les gens sont prêts, jusqu'au point où certains me disent, mais hormis M. Kamto, qui est encore candidat aux élections présidentielles? Je dis pour le moment personne, à part M. Mbia qui a l'obligation, le devoir de rester candidat, parce que ceux qui disent que M. Mbia ne sera pas candidat, je vous assure, moi au Cameroun, avec ma petite idée, selon moi, selon ma part de version, je pense que M. Mbia n'a pas de choix. Il a l'obligation de poser sa candidature. Dans ce sens que, s'il ne le fait pas, il va non seulement mettre le Cameroun dans un désordre total qui pourra peut-être engendrer un report des élections présidentielles. Nous ne voulons pas arriver là parce qu'au sein du RDPC, eux-mêmes sont conscients, même le général Bagado qui est là, imperdu avec où c'était qui était là hier, ils ne savent pas, il n'y a personne au sein du RDPC qui peut remplacer leur Dieu. Personne. Donc eux-mêmes, leur propre jeu repose maintenant sur eux. Maintenant, la deuxième raison, c'est que M. Mbia doit déposer sa candidature pour, n'est-ce pas, être battu à la loyale lors des élections présidentielles. Parce que lui, la seule porte de sortie qui doit être d'une manière organisée et ordonnée pour lui, c'est qu'il accepte sa défaite en 2025. Parce que lui, à part lui, parce que s'il ne dépose pas sa candidature, on va dire non, le MS a triché les élections de tout le monde. Le MS au Cameroun a déjà gagné les élections. Pour moi, c'est déjà les élections, c'est déjà un combat gagné. La seule chose qui nous restera à faire, c'est qu'au Cameroun, ceux qui sont au Cameroun, je l'ai dit toujours, mettez vos peurs de côté et sortez de vos chambres, de la maison de vos parents et allez vous inscrire. Mettez encore ces petites peurs-là qui existent là, de côté. Parce que 2025, c'est un tournant décisif pour tout Camerounais. Je dis bien pour tout Camerounais. C'est comme vous avez la peur de dire à haute voix, aujourd'hui les hommes de Dieu ont pris dans leurs mains cet engagement de dire, ok, nous allons parler haut, ce que certaines personnes disent bas. Et je le dis aussi, c'est l'occasion pour nous aussi de parler haut, comme ces gens-là, comme ces prêtres qui sont là, par rapport à la situation calamiteuse du Cameroun. Momo, rien ne marche au Cameroun. Je suis quitté à l'ouest hier aux environs de 12 heures, je suis arrivé à Douala aux environs de 21 heures passées. Et dans le bus même, je ne pouvais même pas parler dans le panel, parce que à chaque fois, il n'y a pas de réseau, il y a eu de nid de poules, vous entrez, j'ai mal partout là où tu me vois là mon frère. Et je viens à Douala comme ça là pour un examen. Ceux qui disent que non, il y a l'hôpital là, il y a l'hôpital, il y a les hôpitaux au Cameroun là. Momo, je te rassure, je te dis clairement, je suis victime, j'ai une sévérité au niveau de mon épaule droit. Je me rends à l'hôpital, on me prescrit un examen, je suis même monté jusqu'à l'hôpital de référence de Bafoussam pour rencontrer un orthopédiste et faire l'examen qu'on appelle l'IRM. J'étais m'a envoyé dans 2 villes, Douala et Yaoundé. À ma grande surprise, j'arrive même à Douala maintenant. Je me disais que ça devait même être un truc public. Je suis allé dans le privé pour faire cet examen-là. Et cet examen m'a pris combien de francs CFA? 175 000 francs CFA pour faire ne serait-ce qu'un seul examen dans le privé. Imaginez-vous, si moi, pour l'Idori, je n'avais pas peut-être la capacité ou bien les gens qui peuvent me soutenir pour que je puisse faire cet examen-là, qui allait m'aider? Le Camerounais qui est sur la moto là, il va trouver 175 000. Je dis, ça c'est seulement l'examen, c'est pas encore commencé avec les soins.
Voilà l'image du Cameroun dans lequel on se trouve. Maintenant, quand nous parlons du carburant, monsieur Momo, monsieur Kamto nous a dit, dès qu'il prend le pouvoir, il nous ramène le prix du carburant à 480 francs. Et je suis sûr que ça va mettre moins que ça. Donc, à Tango, comme il disait en bas, que par rapport à l'exemple que monsieur Massignon a pris pour lui faire comprendre que aux États-Unis, bien que ce soit un pays qui produit le pétrole, ils importent plus, ils achètent plus le pétrole que ce qu'ils utilisent dans leur pays, parce qu'ils conservent ça. Bon, lui, il voit ça comme une comparaison. On ne parle pas de faire une comparaison. C'est juste pour te dire que ton pays qui a la mesure, la capacité aussi de produire, lui, il produit, mais il vend plutôt plus. Il ne tient pas compte que si jamais cette relation internationale s'arrête et qu'on décide de ne plus rien importer, de quoi est-ce que ton pays va vivre? Ils vont faire comment pour s'en sortir? Donc voilà le régime de 42 ans dans lequel on nous a plongé. On nous a fait croire que non, le pays est bien gouverné. On a mis l'oppression, la dictature, la torture, pour, n'est-ce pas, à chaque fois faire taire la bouche des Camerounais. Mais Dieu merci, depuis 2018, les Camerounais ont pris conscience, et je le dis clairement, les choses vont changer en 2025, qu'on le veuille ou pas. Donc, M. Biya, allez lui laisser ce message qui doit l'obligation, le devoir de se présenter. Et qu'elle se présente, qu'il rassure au peuple camerounais qu'il va vraiment jouer le franc jeu avec nous. Parce que là, même si déjà, ils disent quoi, même s'il veut dire quoi, on sait déjà que M. Biya n'est plus la bienvenue au Cameroun. Et c'est pas là où il va prendre la retraite partie, parce que nous, avec Kata Kanji qui est là, tous ces partisans qui sont là, parce qu'il y a les gars qui au Cameroun qui ne font rien, M. Momo. Ils ne font rien. Ils sont là, ils occupent les postes pour rien, ils ne travaillent rien. Comme celui qui parlait de 500 gigas, tout ça là. Ce sont les gens qui ne font rien, ils savent, mais on le place, on ne prend une personne, on le met à la tête d'un ministère. Pourtant, il ne maîtrise rien de ce qu'il a en train de dire. Donc vraiment, je vais d'abord m'arrêter là et j'espère que le temps qui va passer au Cameroun. Monsieur Momo, j'ai dit, ce que Chofou a dit là, la campagne a déjà commencé. Essayons de mettre sur pied des sujets où il ne faut plus faire débat avec ces gens-là. Si quelqu'un vient avec le débat, dites-lui de ce moment qu'il nous donne le bilan. Je vous ai même dit de donner une stratégie pour le faire. Le bilan de M. Biya est très simple. À 19h30 ou 19h, sortez vos laptops, connectez-vous à n'importe quelle chaîne camerounaise. Vous suivez le journal. Je vous assure, c'est très simple. Vous allez voir le journal, ce qui va se passer lors du journal. Vous allez voir le bilan de 43 ans de gouvernance. Vous allez voir ça. Donc ne passez pas tout votre temps encore à vraiment avoir dans la compétition avec ces gens-là. Ils n'ont rien à nous dire vraiment. Donc c'est un peu ça que moi je voulais dire. Et j'interpelle surtout les enseignants aussi qui ont toujours cet esprit-là de vouloir lancer encore leur grève, d'arrêter avec cette histoire de grève-là. Au Cameroun, nous ne voulons plus de grève jusqu'à 2027. La seule grève qui doit être lancée, c'est la grève des institutions sur les listes électorales, le contrôle des voix et la défense des votes. Voilà la seule grève que nous retient. Et le chassement du régime de M. Biya. Voilà la seule grève que moi je valide. Parce que si on lance une grève et que la grève n'est pas générale, et je le dis surtout aux enseignants, si vous lancez encore la grève au Cameroun, que cette grève n'est pas générale, je vous assure, moi-même vous allez me voir être devant vous pour vous contredire. Parce que moi-même j'en fais partie de ce corps-là, même si je ne suis pas intégré. Donc c'est un peu ça. Que chacun essaie de voir les choses dans le sens général aujourd'hui, pour un Cameroun meilleur. Voilà. Momo, je ne sais pas. Moi, je voulais dire quelque chose là pour... Il y a Cédric Mabou qui est monté là. Oui, je dis juste ça, je descends. Tu vois, Momo, quand nous on parle là avec Cédric Mabou dans notre petite ligne éditoriale, on vous dit toujours que les gens d'en bas que nous sommes là, Mbanga, ça tombe bien parce que Mbanga Man est là. Mbanga, il est en haut. Mars, bon, lui, il avait déjà compris, lui, tu vois. Quand on vous dit, il faut aussi nous écouter. Le problème, c'est aussi ça, Ego, c'est que vous écoutez pas les gens qui sont dans vos lignes, en fait, tu vois. Nous, on dit, comme le Cameroun est déjà une contradiction, comme le sujet que vous abordez, tu prends juste, par exemple, un sujet de pétrole, tu as tous les éléments, il faut nous faire les lèvres où on n'a pas besoin, regardez. Mais Bouba, on ne te reçoit plus. Ou c'est moi qui te reçois plus? Bon. On n'entend plus. Bon, Bouba, comme on ne t'entend plus, je vais profiter, je vais dire quelque chose. Vous êtes 154. Abonnez-vous à Emma Rose, c'est Horus Media.
C'est une chaîne qui est à votre disposition. C'est une chaîne où on communique des choses vraiment très, très importantes. Donc, vous vous abonnez. Je vais mettre Emma Rose en grand. Comme ça, vous allez tous vous abonner à Emma Rose. Demain, Emma Rose, est-ce que tu seras sur le panel? Dis-moi. Oui, probablement, hein, mais abonnez-vous aussi à la page Horus Media, j'ai mis ça en commentaire. D'accord. Vous vous abonnez à la page Horus Media. Vous vous abonnez à Emma Rose. Demain, ils feront une présentation sur les hydrocarbures. Et puis, bon, il y aura quand même des spécialistes pour vous parler mieux de la question. Et là, Chef Bouba, il n'y aura pas de contradiction, il y aura que des questions. Donc, ça va se passer sur Horus Media. Donc, vous vous abonnez à Horus Media demain à 19h30. Vous êtes 150. Venez nombreux, venez même 1000, 2000, 3000, pourquoi pas. Partagez à vos amis. Partagez même à vos amis Sardina. Hein. C'est même, ils viennent écouter, ils viendront Surtout pas. eux, surtout eux. Plutôt donc partagez-le et puis il y aura des personnes qui vont vous faire la bonne structuration des prix des hydrocarbures, la connaissance sur les hydrocarbures, tout sera dit de façon technique et de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Donc, vous vous abonnez à Emma Rose, vous vous abonnez à la chaîne Horus Media, soyez de plus en plus nombreux parce que c'est la chaîne de la campagne. C'est la chaîne, j'ai dit, c'est la chaîne de la campagne et on écoute tous les Camerounais là-bas. Il n'y a pas de parti pris là-bas. Quand vous êtes Camerounais, vous apportez un sujet, allez sur Horus Media, ils vont vous recevoir, etc. Donc, on va passer la parole maintenant à... Un peu, Momo. Momo, tu sais, il faut qu'on enseigne un peu quelque chose aux Camerounais, n'est-ce pas? Quand les gens comme nous là, on fait des affirmations, c'est parce qu'au préalable, on a fait des recherches, on a mené des enquêtes, on a téléphoné, on a des sources. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve sur TikTok à discuter avec vous que vous pensez qu'on a le même niveau d'information. Faites souvent très attention, vous les Camerounais. J'ai vu beaucoup de personnes en commentaire, quand j'ai affirmé ici là que Sinostyle, qui a signé le contrat là-bas de la mine de Lobé, c'est une société écran. Quand on affirme déjà, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'éléments. Vous pouvez suivre Maître Timban sur la question, même Cabral Libi, et beaucoup. Les entreprises, ça fonctionne comment? Je vous prends un exemple. Quand vous tapez même Sinostyle, voici un Sinostyle, non? Ce n'est pas parce que vous avez vu le nom Sinostyle, ça veut dire que c'est l'entreprise chinoise Sinostyle que tout le monde connaît. N'importe qui peut créer son Sinostyle, comme celui-ci. Guindao Sinostyle Asia Co. Lui, il est enregistré en Angleterre. On a tous ces détails. Tous les détails ici. Quand tu vas sur ce site du gouvernement, tu as tous les détails de toutes les entreprises enregistrées. Je vous prends juste un exemple. Maintenant, quand vous allez partir dans la convention minière avec l'État du Cameroun, vous allez remarquer que ils ont signé la convention minière entre la République du Cameroun et Sinostyle Cam.sa. Voici, n'est-ce pas, les gens de Sinostyle dont vous parlez là, ils s'appellent quoi? Sinostyle Equipment and Engineering Co. .ltd, autant pour moi. N'est-ce pas? Et voici un rapport d'un journaliste, n'est-ce pas, qui avait parlé de cette société qui avait signé le groupe Sinostyle, le groupe chinois Sinostyle Corporation. Corp. Vous avez combien de noms d'entreprises là actuellement? Vous avez combien de noms? Répondez en commentaire. Les gens peuvent se lever, créer, aller s'entendre avec les responsables d'une société minière en disant nous on va vous livrer le fer. Parce que Sinostyle dont vous parlez fait dans la transformation du fer et autres. Ils se lèvent, les ministères camerounais, ils se lèvent et disent bon, nous on va vous livrer le fer. Ce qu'on a besoin c'est que vous nous donnez l'autorisation de créer une filiale au Cameroun. Exactement, une succursale. Une succursale. C'est ça qu'on appelle Sinostyle Cam. Et pour mettre quelqu'un à la tête de cette filiale,
ils ont mis un certain individu qui s'appelle Zen Gao. Vous copiez, parce que quelqu'un qui signe un contrat aussi important en millions de dollars, 690 millions de dollars, doit au moins être quelqu'un connu. Vous allez taper son nom. Bon, moi j'ai déjà tapé, hein, ici, par exemple, l'historique de recherche. Voilà. Zeng Gengang. Zeng Geng. Google doit connaître toutes les personnes qui sont aussi importantes dans le monde des affaires. Mais là, on vous met plutôt l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, les trucs. Après, vous allez tomber là-dedans directement. Si vous tapez mon nom, Brice Kayo, Brice Tchassem Kayo sur Google, allez, vous allez voir directement, on m'affiche. Directement, Google m'affiche. Il n'y a aucun homme d'affaires aussi important qui est capable de signer un aussi gros contrat. Zeng Gao. Peut-être Et que Google ne connaît pas. Peut-être c'est Zenzengao de Volova. Hein? Il y a des petits détails. En fait, le diable se trouve dans les petits détails. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, on a l'habitude de mener des enquêtes. Pas de bavarder sur les réseaux sociaux, mais de mener des enquêtes. Quand on a sorti l'affaire de One of Sport, c'est parce qu'on a fait le même processus. On a recherché sur l'entreprise, recherché sur le directeur de l'entreprise, recherché là où il est enregistré. Comment vous pouvez confier un aussi gros contrat à un individu qu'on ne retrouve nulle part? Mais pourtant, physiquement, il a parlé aux journalistes apparemment. Il a parlé aux journalistes. Si vous lisez cet article, s'il a parlé aux journalistes, oui, machin, patati, c'est monté, c'est descendu. C'est à lui qu'on a confié le projet. Il est le directeur de la CQSA, la filiale camerounaise. C'est lui qui dirige la filiale camerounaise de Sinosteel. Ça, c'est Sinosteel Corp. Or, sur la convention minière signée par l'État du Cameroun, ça c'est sur le site du ministère que vous pouvez trouver ça, hein, signée par l'État du Cameroun, vous allez voir. Sinosteel par l'État du Cameroun, vous allez voir. Sinosteel. Sa signature va envoyer ses représentants officiels que tout le monde connaît. Et non Zeng. Attends, je coupe ma caméra. Les Camerounais me fatiguent. Moi, il n'est plus le temps de faire ce genre de choses. Donc, Zenzengao, là, lui, n'existe pas. Hein? Non, il existe physiquement, mais il n'existe nulle part. Il n'est pas un personnage assez important pour signer ce genre de contrat. Parce que pour signer des contrats de millions de dollars, on doit te connaître. Sinon, c'est-à-dire que sinon, tu peux être un bandit qui fait dans le trafic de drogue et qui vient blanchir son argent. Mais oui. Sinon, tu peux faire dans le trafic de drogue ou bien peut-être tu trafiques les êtres humains et tout et tu viens maintenant faire le blanchiment d'argent au Cameroun avec des sociétés. Donc, on doit te connaître. Tu dois être partout. Quand on tape ton nom, on doit te voir partout. Ils ont même commis. Ils auraient pu prendre Jackie Chan. Parce que comme Jackie Chan est connu. Oh, c'est ce que je voulais dire, pardon. Il y a trop de flou derrière cette affaire-là, il faut laisser. Quand Gabriel Dodo Doké a voulu poser des questions, on l'a assassiné. Quand quelque chose est clair, on n'assassine pas un ministre. Le corps de Gabriel Dodo Doké a été déposé là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête n'a jamais abouti. Il a été assassiné. Cabral Libi, qui est député même aussi, a déploré ça. Il a dénoncé l'assassinat de Gabriel Dodo Doké.
Pourquoi est-ce qu'on l'a assassiné quand il a voulu revoir cette convention minière? Parce que lui-même, on l'a apporté, il a signé, après il a dit, hey, c'est quoi ça? Il a commencé à vouloir poser des questions. On l'a appelé que viens un peu prendre ça, tu manges. Il est parti, il est sorti, il est parti manger avec leurs amis, les ministres et tout ça. Il est rentré chez lui, il est mort. Donc quand il y a un cas comme ça, là, jusqu'à on assassine un ministre, sachez qu'il y a anguille sous roche. Voilà. C'est grave, hein? C'est très grave. On va écouter la voix. Cédric Mabou, c'est ton tour. Ok, bonjour. J'ai longuement écouté, il y a plusieurs points, plusieurs sujets. Je vais venir sur le sujet du pétrole. Mais Cédric Mabou, c'est comment? On a juste mis un pied sur ta tête ou qu'est-ce qui se passe? On dirait Tu sais que chez nous ici, c'est le réveil. On dort tard, on se réveille un peu, la voix. Quand on accompagne les enfants, on revient la voix et le froid, ça se casse de plus en plus. Donc, ne soyez pas surpris que j'ai pas la voix de Popol. Donc, je suis en train de dire, vous savez, comme Marseille est en train de dire, de plus en plus au Cameroun, on a passé le temps à alimenter tellement de fausses informations, tellement de mensonges. Momo, le deuxième nom du Cameroun, c'est le mensonge. Quelqu'un dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom du Cameroun, c'est le mensonge, la manipulation, la roubladise. Vous voyez le pétrole, quand un homme politique comme le professeur Brice Kamto sort, il fait un discours, il vous dit que on peut l'avoir à 400. Mais des maïsiens viennent toujours vous dire non, c'est de la flagonnerie et tout. Je vais leur dire, même sans toutefois même faire des études, parce que c'est que, Momo, c'est ta spécialité, tu maîtrises bien. Moi, avec l'œil d'un simple citoyen qui a un peu une connaissance plus ou moins légèrement large et une culture générale. Même moi, tu me donnes, je peux te donner déjà les lignes où on peut faire des ajustements sur le pétrole et on gagne. Et j'ai des témoignages des importateurs du pétrole. Ils partent là à Kribi, ils vivent dans les chaloupes, on prend, on veut vous mettre là, dans les stations, on vous vend. Et ils vous disent que même quand l'État arrête tout ce qu'ils arrêtent là, non, mais ils peuvent vendre le pétrole à 500 francs. Le super à 500 francs. Momo, la SCDP nous sert à quoi? Même la SCP, c'est la SCPH, Caisse des établissements des eaux, elle nous sert à quoi? Ce ne sont pas des budgets, tu vois, ce ne sont pas des soucis concrets pour manger du budget. La SCDP et la Caisse des établissements des hydrocarbures, ces deux entités-là peuvent se retrouver en une seule entité. Elles peuvent se trouver tous dans comme démembrement de la SNH. Est-ce que vous vous imaginez que quand vous prenez la fiche, je crois que Marlise est partie, qui nous avait la fiche seulement de la liste de prix du pétrole au Cameroun, avec leur calcul malicieux qui ne mentionne rien. Vous retenez seulement ce qui parle à SCDP. Ça ramène le prix du carburant un peu bas. Vous prenez encore, vous observez que l'État donne une prime à l'importateur. Ça sert à quoi de donner une prime à l'importateur alors que si toi tu pars sur le marché international, tu importes. Ça veut dire que si toi en tant qu'État tu importes, tu ne peux pas te payer la taxe à toi-même en tant qu'État. Donc ça veut dire que tu abats déjà tous les taxes là. Et puis maintenant quand tu importes, tu as une raffinerie qui ne fonctionne pas, qui aujourd'hui est comme une base de stockage. Tu les stockes là-bas et tu appelles les entrepreneurs du secteur camerounais de venir acheter et tu leur donnes un prix favorable. Ce qui fait que si tu mets une politique comme ça, à la pompe, le super va nous revenir à moins de 500 francs. Quand on le dit, il faut même pas faire des... Ça dit, n'entrons pas, prenons le superficiel. C'est-à-dire qu'on dit une lecture superficielle. Que d'une manière comme ça, là, ça peut se faire. Mais vous allez voir des roublards,
Ils vont venir vous expliquer le marché, comme si le marché international, on ne connaissait pas. Moment, il y a des pays qui ne produisent pas au pétrole, qui n'ont aucune richesse naturelle, mais qui sont développés. Tout à l'heure. Imaginez-vous que le professeur Moïse Kamto prend le pouvoir, on fait un bilan, on se rend compte qu'on n'a même plus rien au sol, parce que je peux vous rassurer, ce que Marc Seigneur est en train de dire, c'est vrai, je veux même vous donner certaines preuves. Et je vais vous donner, pour avoir travaillé dans une multinationale que je connais comment ça fonctionne, pour avoir fait des appels à l'international, lever des fonds, que je connais comment ça fonctionne. Il y a des choses que, quand vous voyez dans ce pays, mais quand tu n'as pas été face à une situation, tu ne peux pas croire que c'est quand on te dit du Cameroun, tu vas refuser, tu vas dire c'est faux. Mais, et c'est vrai. Des personnes que vous n'avez même pas idée qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire, ils sont tellement gentils avec vous. Mais revenez sur la table pour apporter un projet. Vous verrez de quoi ils sont capables. Donc, quand je quitte sur le pétrole, je reviens même sur des signatures, des partenariats avec des multinationaux. Il vous a pris la mine de Kribi. Cette société, c'est une société écrasée. Société anonyme de droit camerounais au capital de 400 millions de francs CFA. Ayant son siège situé à Bastos et Koudou. Yaoundé, Cameroun, immatriculé le 10 octobre 2008 à Yaoundé sous l'appellation. Nanana, c'est monté, c'est descendu. Voilà, Zengao Zeng, en sa qualité d'administrateur général de Sinos Cameroun. Zengao Zeng. Je ne veux pas, Max, c'est qu'il y a Voilà des choses que tu ne peux pas seulement dire. Là, les Camerounais ne veulent juste pas lire. Voilà la convention minière, c'est disponible sur le site. Aucune multinationale, aucune entreprise internationale peut signer une convention avec une entreprise. Jamais. Et je vous prends l'exemple. Continue, Cédric. Pardon, je vais te prendre l'exemple. Regardez bien le Parlement camerounais qui a été conçu par la Chine. Qui est venu inaugurer? La Chine a envoyé un représentant, non? Je vous prends encore un autre exemple. Quand MTN fait des gros contrats, des vrais trucs, il y a un représentant de la maison mère qui vient. Connu comme Marseillais. Tu tapes dans Google, tu vois. Quand Orange vient agir, et ce que les gens ne savent pas, quand ces multinationales viennent, parce qu'on n'a même pas commencé l'exploitation. Donc c'est encore la signature de la convention. Quand il vient signer dans cette convention, il signe avec la société mère. Et avec, généralement, c'est le DG lui-même de la société mère, PDG qui vient. S'il ne peut pas venir, tu vois, ils ont au moins 5, c'est-à-dire qu'ils ont le top 5 de leur société. Un des top 5 doit venir. Et c'est lui qui signe. Donc, quand vous voyez la flagonnerie comme ça, des sociétés écran, Marc, je vais revenir sur l'affaire des stades et tout. La vérité, si on ne veut pas dire aux Camerounais, Kangate, c'est la famille Bia. C'est la famille Bia. C'est la famille Bia. Pas d'autres personnes, c'est la famille Bia. Et quand on a voulu enquêter, Ngongo vous a fait comprendre que il est fort. Il est rentré chez lui à Nyom, juste à côté de moi là-bas. Il a pris le billet. On a gardé sa maison. Il a fait 3 semaines, il n'est pas parti au bureau. Galassi et Toga pouvaient envoyer l'argent. Envoyez, non. Ils n'ont pas pu. Quand c'est calmé, on a encore donné le badge qui revient à la présidence. Donc, je n'entre pas dans plus de détails, parce qu'on va dire ce détail des personnes, mais allez chercher, allez voir. Que Covid-Gate, on a suivi un ministre. Écoutez bien, hein, elle a parlé à la télé. Interespèce vous dit que
L'argent n'a que transité, elle a exécuté les ordres. En pleurant parce qu'on l'accusait, qu'elle a volé. Elle a dit, oh, qui moi? Comme nos mamans, elle a fait comme les mamans banquiers. Hey, l'argent l'a transité. L'argent a transité, c'est aller où? Tu joues à la présidence. Tu joues avec les enfants de Chantabia. Je peux vous dire, en 42 ans, Pobia a fait du mal. Il n'a pas seulement fait du mal seul, il a fait du mal avec sa femme, ses enfants et toute sa famille. Les restes que vous parlez, allez demander, allez voir la société Ashlock, ce qu'elle fait. Bachenga, ce qu'on a fait à Bachenga, allez voir les contrats que Ashlock a gagnés. Il n'y a aucune loi qui interdit que l'enfant du président peut faire les affaires, ça c'est vrai. Mais comment? Comment faire? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Quand je le dis, je m'arrête les Nantes pas dans plus de détails. Je reviens maintenant, Momo, sur le sujet. Il y a un truc qu'on va alimenter au Cameroun que Polydori a parlé. Polydori, qu'on arrête l'intimidation et le mensonge au Cameroun. Quand on dit que non, si bien ne se présente pas, et il n'y aura pas élection. Il y aura élection. Est-ce que ne pas se présenter à la candidature, ne pas mettre sa candidature, veut dire qu'il ne peut pas organiser l'élection? Il y aura élection. Est-ce que si le RD veut dire qu'il n'est pas pour les élections présidentielles, il n'y aura pas élection? Il y aura élection. Comme le MS avait dit qu'il ne partait pas aux élections législatives, il y a eu élection. Arrêtez qu'on vous stigmatise le cerveau. On appelle ça comment là? Les femmes, on appelle ça, nos parents appellent ça propagande. Il y avait une période au Cameroun, nos parents disaient propagande. Arrêtons la propagande. La propagande, c'est des fausses nouvelles. C'est-à-dire qu'on vient créer une psychose dans votre tête que non, mieux c'est mieux. Il y a aucun mieux. Le seul mieux au Cameroun, respecter les lois. Le seul mieux, ce que nous, peuple camerounais, vous demande, respecter les lois. Bien est libre de ne même plus se présenter. Le RDC est libre de dire qu'il ne parte pas. Mais qu'il respecte les lois. La loi dit que on doit appeler le corps électoral dans telle période. Il s'appelle le corps électoral. La loi dit que en octobre 2025, si on veut partir, c'était le 8 octobre 2019, le 8 octobre 2025, il y a élection au Cameroun. Donc, quand la loi encadre les trucs, que les gens viennent vous dire leurs excréments, leurs analyses estomatiques, leurs analyses, parce qu'on connaît tous, on a eu un docteur économique qui est venu nous tuer. On a vu des professeurs agrégés qui nous ont dit que lui, il est la créature d'un être humain. On a vu sur ce pays à terre, c'est des gros intellectuels qui ont fait leur preuve sur le plan académique à l'étranger, qui ont coulé ce pays. Donc, aujourd'hui, venez nous faire comprendre que en 2025, il y a une ligne à suivre. Et cette ligne-là, on va les déconstruire. Ils ne vont plus venir mentir, les Camerounais. Et moi, Max, ce qu'on a fait chez Bangando hier, j'ai aimé. Ça dit que je ne suis pas contre que Momo, qu'on ne fasse pas monter la contradiction. Non. Qu'on leur donne les conditions pour monter sur notre panel. Momo, je ne peux pas venir chez toi, Momo. Tu m'ouvres ta porte. Je te manque le respect chez toi. Je gifle ton enfant, je sors, je pars. Non. La moindre des choses, même si je peux inviter chez toi, tu fais une fête, tu laisses le portail ouvert. Comme on disait au quartier, tuerie, ça arrive. C'est que tu demandes, tu c'est quoi? Buvez, ne partez pas à la bouteille, non. C'est pas ça, Momo. Ouais, buvez, ne partez pas à la bouteille. Bouteille. C'est au moins la moindre, c'est au moins la moindre des choses qu'on peut te rendre. C'est-à-dire que si la contradiction vient et ne s'assume pas, comme Marseille a dit, comme hier on a dit sur le panel de Barando, de Bangaman. Oh, n'envoie pas la malchance en Bangaman. Pardon, grand frère Barama, désolé. Si la contradiction vient, qu'elle vient, tu joues le jeu de questions, elle s'assume, parce que moi je m'assume, je suis pour je veux un peu dire, je suis même plus sympathisant. Le mot sympathisant aujourd'hui n'a plus sa place. Je vote le MSC pour Camto. Donc, quand la contradiction arrive, il
il se présente, il dit là où il est. S'il est du RDPC, il s'assume, il ouvre sa caméra et on va le laisser parler. Et on va le laisser parler. Donc, si vous ne pouvez pas vous assumer et que vous voulez venir chez quelqu'un avec le masque, mais vous voulez le cambrioler, c'est-à-dire que vous montrez à votre intention que vous ne venez pas avec une bonne intention. À un moment, tu ouvres ton portable, moi j'entre chez toi avec le masque. C'est-à-dire que le jour qu'un de tes invités là dépose le téléphone, moi je capa, et qu'avec capa, tu ne vas pas pouvoir m'identifier. Et c'est ce qui est en train de se passer sur TikTok. Vous voyez les gens faux profil, et je me demande la question que je me pose, je ne veux pas juger les gens, mais c'est une question que je me pose. Quand je vois un combattant partir dans un live où vous connaissez la pensée et la personne n'a jamais montré son visage parce qu'il ouvre là, vous partez là-bas. C'est comme si vous parlez à un robot. Vous parlez à un robot. Au moins, faut parler à un robot qui tient le même discours que toi. Mais tu parles à un robot qui tient le discours contraire à toi. What? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, les frères, on est à l'ère où on doit s'auto-discipliner nous-mêmes. On doit d'abord... Parce que si on veut un Cameroun meilleur, l'éducation va commencer personnellement par nous. Et le professeur l'a si bien dit. Chacun doit mettre de sa main à la pâte. Et Mars, ce que vous avez, avec moi, vous avez relevé tout à l'heure dans votre déroulé, c'est que il n'y a rien qui peut payer que le partenariat public-privé. Monseigneur, je peux vous mettre ici au défi que vous tous serez d'accord que si le gouvernement camerounais, je crois que c'est toi qui as dit, fait des routes, je vous jure, des entreprises privées, on est ici, beaucoup sont hommes d'affaires en Occident. Beaucoup de Camerounais ici sur TikTok, si on vous donne les sommes qu'ils ont à lever par les banques où ils vivent, vous n'allez pas croire. Il y a des Camerounais ici qui ont à lever plus de 5 millions d'euros, 3 millions, 10 millions, 30 millions d'euros. Ça ne reste pas un projet au Cameroun. Mais s'il lève ça, et il peut au Cameroun avec, il dit par exemple qu'il veut faire 20 hectares de maïs pour que les brasseries du Cameroun n'aillent plus importer le maïs. Ou pour que Kaji n'aille plus importer le maïs. Lui, il fait. Maintenant, il fait comment pour sortir ce maïs de son champ? Alors que si l'État t'a dit, OK, au vu de la situation qui prévaut dans le monde, mes caisses sont réduites, j'appelle les investisseurs privés nationaux, pas étrangers, nationaux. On a des opérateurs comme il faut. Imaginez un gars comme Dangote, si on l'avait au Cameroun, il a conçu une raffinerie qui, si le gouvernement nigérien le permettait d'exploiter le pétrole nigérien, il devait vendre plus moins cher encore que les exploitants du pétrole. C'est-à-dire que si à la pompe, le pétrole nigérien coûtait 1 nara, Dangote, avec sa raffinerie qui est finie, prend le pétrole brut du Niger, raffine, c'est-à-dire coûter moins de 1 nara à la pompe. Mais vous avez vu ce qu'on l'a fait. Et après, on va dire quoi? C'est pour dire qu'il y a la volonté nationale d'abord. Et c'est pour ça que le professeur vous dit, quand vous lisez son premier chantier, la réforme, quand il vous parle de la réforme institutionnelle et politique, quand vous lisez comment il vous explique comment cette réforme doit être faite, je vous jure, chers frères, il n'y a même plus de questions à se poser. Il n'y a même plus d'aller plus loin parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est là-bas qu'il y a le problème. C'est que les enfants d'une même mère patrie et d'un père patrie ne peuvent pas s'asseoir parler franc jeu. Parce que il y a toujours un menteur qui veut mentir l'autre pour pouvoir mieux gagner. Et quand il veut mentir l'autre, il veut abuser en utilisant son pouvoir, ses relations. Et le professeur vous dit, quand je reviens dans ce chantier-là, qu'est-ce que je fais? Je remets d'abord les dieux militaires qui sont nos Nozola. Une guerre qui nous a coûté plus de 100 000 morts aujourd'hui. Je suis encore ça. On dit que les sources françaises disent plus de 100 000 morts, mais ils disent qu'il y en a plus. Il dit, je vous retire d'abord les militaires. Je demande aux enfants qu'on s'assoie tous autour d'une table. On pense à la forme de l'État. Parce qu'avoir un Cameroun fédéral n'est pas mauvais. Mais si c'est la volonté nationale, on l'aura. On a le Niger à côté de nous qui est fédéral.
On a le Canada. Voilà Trudeau qui a démissionné. Est-ce que le Canada ne va pas continuer à vivre? Ça va fonctionner. Donc, qu'à un moment donné, quand les gens viennent nous arrêter le mensonge, la roubladise, c'est-à-dire, il y a des exemples autour de nous. Comment ceux-là ont fait pour réussir? Et ceux-là ont réussi même parfois avec l'apport des Camerounais qui sont en diaspora. Je te jure, Momo, si, quand ce pays va changer, vous allez voir qu'il y a des gens que tu croyais qu'ils n'étaient pas Camerounais, alors que c'est des Camerounais, vous allez les voir. C'est-à-dire, vous les voyez chaque jour, vous croyez que c'est un autre pays. Mais c'est des Camerounais bien avancés, intégrés dans la société, ils vivent et multimillionnaires en dollars. J'en ai vu ici. Comme moi, quand on m'a sauté que c'est un Camerounais d'origine. J'ai dit, hein? J'étais à l'hôtel, j'ai dit, hein? On m'a dit qui était. Parce que quand là où je travaille, quand les VIP arrivaient, nous, les gars de la sécurité, on avait certaines informations secrètes d'eux, en avance, pour pouvoir les mettre en sécurité. Mais j'ai eu un Camerounais. Je vous le jure, un Camerounais, il vous dit multimillionnaire en dollars. Donc, vous voyez des gens, des personnes comme ça, parce que des gens l'ont bloqué avec la double nationalité, il ne peut jamais appeler un investisseur à venir au Cameroun. Parce que lui, en tant que Camerounais d'origine, ne peut pas lui-même revenir. Donc, quand je le dis pour sortir, pour libérer la parole, pour que les autres puissent prendre la parole, Momo, c'est que il y a tellement d'axes que dans ce chantier, quand vous le lisez, il vous parle de cette manière de mettre tous les Camerounais autour d'une table, de penser cette réforme, de penser cette forme de l'État. Et il vous dit encore que dans cette forme d'État, lui d'abord le premier à venir au pouvoir, il va d'abord accepter que on lève le verrou de la limitation du mandat à une seule fois, renouvelable une seule fois. Et dans cette réforme, il vous dit qu'il va revoir les institutions. Chaque institution va prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment, si aujourd'hui, nous on fait des crimes sur Internet, quand un procureur veut nous saisir, il n'a pas besoin d'attendre que Paul Biya signe ou la présidente lui signe, il saisit la justice. Si un parlement veut saisir, un parlementaire veut saisir, on ouvre une enquête parlementaire, comme partout ailleurs. Et on n'a pas besoin que le pouvoir exécutif interagisse. Non. Quand il a nommé un président de la Cour constitutionnelle, lui, il n'a plus le pouvoir sur lui. Et c'est ça. Les États-Unis qu'on a mis aujourd'hui, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle a des institutions fortes que même Donald Trump ne peut pas bouger. Et c'est ce que si on fait pour le Cameroun, je vous rassure, beaucoup de problèmes du Cameroun vont se résoudre de manière toute seule. Et ça va faciliter la gestion du pays. Parce que les Camerounais sont pas cons, ils sont intelligents. Mais du fait qu'ils se retrouvent dans un environnement malsain, j'ai une petite et ils question. développent... Permettez-moi de finir, s'il vous plaît. Non, j'ai une petite question sur ce que tu viens de dire. Permettez-moi de finir. Oui, c'est juste ce que tu viens de dire, mais tu vas terminer. C'est juste une petite question. Tu as dit les États-Unis ont des institutions fortes. Tu sais pourquoi? Non, c'est Janango, on va revenir, il va falloir qu'on évacue. Bon, Cédric Mabo, tu vas chuter et puis on va passer la parole à Voix Parce que F. c'est l'occasion justement, Momo, de faire un peu de pédagogie, parce qu'on a toujours tendance à croire que ce qu'il y a chez les autres, c'est la magie, et penser que ça arrive par magie. Ce que je voulais que notre Non, ami... j'aimerais, vous allez dire ça à votre temps de parole, donc j'ai envie d'évacuer rapidement parce qu'il y a des gens qui attendent depuis une heure. Ok, c'est bon. Pour sortir de là, Momo, je crois que nous tous on est unanimes que tout est possible. On ne ferme pas la porte à la contradiction. Mais que si la contradiction arrive, la contradiction s'assume. Merci. Mais Cédric Mabou, je suis d'accord avec vous dans la mesure où je ne peux pas dire qu'un baril de pétrole est égal à 159 litres. Quelqu'un vient pour me contredire. Ça, c'est un fait scientifique. Donc là, je suis d'accord. On va avancer. Tapotez le live. L'écran est devenu tout noir. Tapotez le live. Et il faut que tu te mettes en grand. Momo, il faut que tu te mettes en grand pour faciliter le tapotage quand tu es en tout petit. L'écran, il devient tout noir, pourquoi? Enfin, il n'y a que chez toi, c'est peut-être ton téléphone. Mais si tu te mets en grand, voilà, c'est plus facile pour les gens de tapoter. D'accord, on va passer la parole à Voix d'Afrique. C'est Voix Afrique ou c'est Voix d'Afrique? C'est Voix, je sais pas. Voix africaine? Voix africaine, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voix africaine. Oui, voix africaine. Oui, le prix du pétrole à la pompe au Cameroun est de 840 francs CFA.
Les prix pratiqués au Gabon sont de moins de 500 francs, au Nigeria moins de 500 francs, je ramène ça en francs CFA. Et le Cameroun dit de subventionner ce même pétrole, mais on se pose bel et bien la question de savoir de quelle subvention parle-t-il. Le professeur Maurice Kamto parle d'une non-subvention, tout comme Cabral Libi parle d'une non-subvention. Qu'est-ce que vous pensez? Effectivement, tout comme le professeur Maurice Kamto l'a dit, il est inadmissible déjà que nous soyons un pays producteur de pétrole, qui exploitons notre pétrole et que nous avons le pétrole, pratiquement le pétrole le plus cher dans la sous-région. Donc ça, c'est déjà le postulat sur lequel je voulais partir. La question du pétrole, je suis pas un expert de pétrole, mais en tant que Camerounais lambda, ce qu'on observe au pays est quelque chose c'est carrément un signe de malgouvernance, je voudrais dire. Parce que, comme je l'ai dit, être producteur de pétrole et avoir le pétrole le plus cher, ça veut dire que le pétrole que nous produisons, nous n'arrivons pas à le transformer au point où nous le vendons, ça se transforme à l'extérieur et nous le rachetons. Aux dernières nouvelles, on avait une raffinerie qui a brûlé, mais est-ce que toutes les subventions, entre guillemets, que l'État du Cameroun nous dit, n'est-ce pas, mettre dans ce pétrole-là, pour qu'on ait un prix acceptable, selon eux, est-ce que toute cette subvention-là ne pouvait pas suffire à construire une raffinerie? Je sais plus trop, les chiffres disaient une raffinerie coûte entre 200 et 400 milliards, un truc comme ça. Et quand on regarde clairement les subventions, au bout de 4 ans qu'ils disent mettre, cette subvention-là dépasse largement les 400 milliards. Donc, ça fait, de quoi la raffinerie a brûlé en 2019. Et là, nous sommes en 2025. Un gouvernement prévoyant, déjà de 1, aurait mis une assurance sur cette raffinerie. Et de 2, ils auraient vite compris, n'est-ce pas, que ces subventions-là ne devaient pas suffire compte tenu de la demande. Mais attendez, monsieur, voix africaine, mais qu'est-ce que vous appelez subvention? Est-ce que si je vais, par exemple, je m'appelle dirais monsieur entre Momo. guillemets. Oui, attendez, je m'appelle monsieur Momo. Je vais, comme je suis là, Bayam Salam, je suis Bayam Salam, je suis vendeur peut-être de parfum. Je m'avais acheté un parfum à 500 francs. Je reviens. Je dis que j'ai payé le transport 10 francs. J'ai payé tant. Je paie toutes mes taxes. Peut-être toutes mes taxes me reviennent à 600 francs. Je reviens vous vendre le parfum à 800 francs et je vous dis que je vous ai retiré 10 francs. En réalité, est-ce que c'est une subvention? Ce ne sont pas des subventions, c'est de l'entourloupe. En fait, c'est pour ça que je mets subvention entre guillemets, juste pour utiliser le thème. Parce que, vu qu'ils utilisent le terme subvention pour dire qu'ils nous ont andouillés, c'est pour ça que je mets ça entre guillemets. Je sais pas si on se comprend. D'accord, allez-y. Voilà. Et donc, moi déjà, ce que je proposerais, vu que les élections arrivent dans quelques mois, c'est que nous, Camerounais, chaque petite page ou grande, nous devons faire vraiment une grande propagande, n'est-ce pas, des messages de Maurice Kamto. C'est-à-dire, il a des pensées, par exemple, qui balance sur Twitter là. Moi, par exemple, je me suis fait la résolution de les retransmettre pour que ça puisse atteindre un maximum de personnes. Parce que le problème parfois avec les Camerounais, quand tu écoutes beaucoup de lives, c'est que ils disent des choses, c'est-à-dire ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils accusent quelqu'un sur des choses qu'il n'a pas fait. Ils accusent quelqu'un sur des choses qu'il n'a pas dit. Je prends par exemple la question du CFA. Je ne peux pas connaître le nombre de fois où j'ai entendu Maurice Kamto ne se prononce jamais sur le CFA. Alors que c'est une prise de position qu'il a prise plusieurs fois. Voilà. En ce qui concerne
sur le plan économique, vu que Cédric a beaucoup parlé du plan économique avant moi, euh, le programme politique du MRC prévoit par exemple pour les Camerounais de la diaspora de les rendre actionnaires de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura une caisse, dans les caisses de l'État, il y aura une caisse spéciale, n'est-ce pas, pour les Camerounais de la diaspora par exemple, qui veulent investir. Ça veut dire, tu as par exemple tes 1000 euros, tu mets un peu comme des actions, tu achètes une action à l'État du Cameroun, peut-être à hauteur de 1000 euros. Cet argent-là, l'État du Cameroun va le prêter aux investisseurs locaux qui vont faire tourner l'argent, rembourser ça à l'État du Cameroun avec des intérêts et eux, ils te paieront ta tranche. C'est comme ça parce que quoi? Parce que aucune nation ne se développe sans sa diaspora. La diaspora quand on regarde par exemple la Chine s'est développée en grande partie grâce à sa diaspora qu'ils ont envoyé en Europe. Ils ont pris ils ont pris le know-how européen dans l'industrie automobile, dans plusieurs domaines. Ils sont rentrés avec ça en Chine et ils ont développé leur pays, ils ont construit les industries et développé leur pays. Donc, une fois que cela est dit, nous ne comprenons donc pas pourquoi l'État du Cameroun ne peut pas prendre le bon exemple et inclure sa diaspora dans ses projets. Parce que à la limite, on a l'impression que la diaspora camerounaise est apatrie. Parce que dans le pays où nous vivons, c'est pas notre pays, on est d'accord. On ne va jamais nous considérer. C'est pas notre pays, c'est le pays de qui? Et dit dans le pays où nous vivons, je suis en diaspora. Ah oui, en diaspora, ok, vas-y. Oui. Vas-y. Donc, c'est pas notre pays. Nous sommes d'accord. On ne va jamais nous considérer ici, par exemple, en Allemagne, comme étant des Allemands, même si on prend la nationalité allemande. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en Allemagne, vous avez plus de droits qu'au Cameroun, même comme vous n'êtes pas allemand? C'est donc ça le comble de l'histoire. Parce que quoi? Parce que, comme je disais, on ne va jamais nous considérer comme les Allemands. Et au Cameroun même, nous qui sommes originaires du Cameroun, vu que nous sommes en diaspora, on nous prend encore comme des étrangers. Donc, la diaspora camerounaise se retrouve pratiquement apatride. Donc, c'est-à-dire sans nation. Bon, c'est vrai qu'il y a des exceptions dans ce qu'ils appellent la bonne et la mauvaise diaspora. Parce que nous, sur ce panel, je pense que nous sommes la mauvaise diaspora. Donc, Motion, s'il vous plaît. Qui gère le pays maintenant? C'est pas la diaspora qui est dans les 80. Ferme ton micro, ton temps va arriver. Tu as ton commentaire, mouvement raté du Cameroun. On va te donner le temps. Laisse-lui parler, pardon. En fait, il est déjà mal poli. En commentaire, il vient, il traite des gens des mouvements des ratés du Cameroun. Il monte sur le panel, il ouvre son micro. Bon. En fait, on voit de quel côté est le raté, hein. Allez-y, va, Africaine. Donc, comme je disais, ils ont fait ce distinguo toujours pour diviser les Camerounais entre bonne et mauvaise diaspora. C'est-à-dire, tant que tu dis Ayop, tu es la bonne diaspora. Tant que tu dis non, les choses doivent changer au pays, le pays doit être mieux gouverné, tu fais partie de la mauvaise diaspora. Et ça fait toujours partie de ce que moi je dis. Je dis toujours, voilà la seule chose que Biya a réussi au pays, diviser les Camerounais. Parce que on dit souvent diviser pour mieux régner. Sans cette division-là, je ne suis pas sûr qu'il aurait passé ses 42 ans au pouvoir. Parce que, regarde, nous sommes dans les guerres, quelqu'un, il est venu dire mouvement des ratés du Cameroun. C'est quoi l'impact? Est-ce que ça c'est un programme politique? Ce n'est pas un programme politique. Débattons idée contre idée. N'amenons pas Moi, à chaque fois que j'arrive, par exemple, sur un panel, moi, je vante toujours les idées du MRC. Vous voyez, je ne vante pas, par exemple, une personne. Je vante toujours des idées. Parce que les hommes passent, mais les idées restent. Donc, je vais pas être long.
j'aimerais juste demander à tout le monde vraiment d'essayer de faire une grande propagande des messages de Maurice Kamto. Et bref, pour que ça puisse atteindre un maximum de personnes. Et voilà, en octobre, on verra bien qui est le peuple du changement. On verra bien la force du peuple du changement, pour reprendre les thèmes de Maurice Kamto. On verra bien si le Cameroun nous appartient ou pas. Merci. D'accord, merci, voix africaine. On va passer la parole à Bagaman. Je sais que tu es là, hein, mais ne prends pas ton mal en patience. On va passer la parole à Jacques. Il doit sortir après. Un moment. Vas-y, alors, comme tu dois sortir. Le sujet est basé sur quoi? Sur le carburant. Bagaman, mute ton micro, d'abord, on va revenir sur toi, alors. Non, il doit sortir. Donc tu ne sais même pas pourquoi tu es là. C'est chaud. Attends. Lorsque on voit Afrique a pris la parole, C'est chaud. la même question, pose-moi aussi la même question. D'accord. Comment est-ce que Kamto va pouvoir vendre le pétrole au Camerounais à 400 francs CFA? Il va faire ça comment? C'est très facile. Si on a une bonne gouvernance, si le pays est bien géré, sans autant de vols, je pense que ça serait très facile. Si aujourd'hui on a un manque de carburant ou bien on a augmenté les prix, je pense bien que c'est à cause de la mal-gouvernance et manque de devises. Je ne sais pas déjà pourquoi le carburant est importé. Je ne comprends pas. Normalement, après 42 ans au pouvoir, ça ne devait pas être comme ça. Mais Bagaman, je demande, il y a des groupes de personnes ici sur TikTok qui demandent qu'on retourne la chambre de commerce dans leur village. Toi qui es anglophone, pourquoi tu ne revendiques pas qu'on ramène la SNH dans les régions anglophones, vu que la grande partie du pétrole sort de chez toi? Ah, parce que moi, je ne vois pas les choses en même façon que moi, je vois le Cameroun en général. Je ne vois pas ma région ou quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. Je vois le Cameroun en général, même si c'est n'importe où. Ce qui est important, l'essentiel, que ça soit bien géré pour tous les Camerounais, pour le profit de tous les Camerounais. C'est ça qui est important. Je ne sais pas d'où ça se trouve. D'accord. En conclusion, les gars, tapoter le live et partager le live. Le live n'est pas tapoté, c'est pas partagé, c'est pas normal. D'accord. Donc, je vais passer la parole à Jeanne Chantal. Oui, merci, Momo. Alors, moi, je vais revenir sur le pétrole. Hein. Ne me pose pas de questions. Je voulais juste revenir sur le pétrole parce que, comme je dis toujours, parfois quand on en débat sur les panels, les gens en sortent encore beaucoup plus embrouillés que quand ils sont entrés dans le débat. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de manipulations. Je vais essayer de regarder juste au niveau logique. Alors, moi, par rapport à ce que je vois, pour moi, c'est un choix. Le Cameroun a juste choisi de vendre, comme il le vend aujourd'hui, le pétrole aux consommateurs, en fait, le pétrole, le carburant. Alors, quand on voit, par exemple, la majorité des pays qui sont soumis au CFA, hein, avec des balances commerciales qui, structurellement, sont déficitaires, on regarde au niveau de la production, qui ne suffit même pas au pays, quand on regarde rien que l'alimentaire. Hein. Le gros de ce qui rapporte de l'argent, c'est les exportations. Et pour les économies embryonnaires comme le Cameroun, c'est surtout les matières premières. Donc, ces exportations servent à deux choses. La première, c'est garantir les réserves de change, un peu ce que disait Bangaman, et la parité du franc CFA. Donc, à partir du moment où les réserves arrivent à un seuil qui est très bas, eh ben, on parle de dévaluation. Et c'est de ça que les gens ont peur. C'est pour ça que le FMI et le gouvernement camerounais nous marmaillent aujourd'hui, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Quand on regarde, par exemple, je crois que c'était en 94, les réserves de change qui, normalement, doivent être à peu près à 20%, étaient à 13%, ouais, si je me souviens à peu près des chiffres, et Balladur a imposé la dévaluation. Donc, on part foncièrement sur un accord entre le Trésor français et le Cameroun qui oblige à la dévaluation si on ne garantit pas
que les accords qu'on on a signés, qu'on a acceptés, sont, comment je peux dire, respectés. Donc, la seule chose, c'est de vendre le pétrole pour acheter du raffiné, distribuer une partie à tous ceux qui sont dans les ministères, là, les bons d'essence. Il y a des gens qui ont les 2 millions en bons d'essence. Et ceux qui ont des stations, il y a des particuliers hein, qui ont des stations. Et on leur vend à combien? Ça, je me pose la question. Ou c'est la ligne 94 qui finance ça? Je n'en sais rien. Du coup, ce qui va dans le commerce revient plus cher et c'est le consommateur qui trinque. Alors que le Cameroun, pour moi, a les moyens de privilégier sa population en raffinant sur place pour booster le marché intérieur et exporter le reste. Mais bon, ça leur enlève un peu toute leur niche de corruption et du coup, ils ne le font pas. Je prends un exemple. Alors, je ne sais pas si l'exemple est réaliste. Si on prend par exemple la location d'une barge de raffinage avec la contribution d'un personnel camerounais, parce qu'il y a plein de Camerounais qui à l'étranger travaillent sur des barges de raffinage, si on prend la location d'une barge même avec le matériel, je ne pense pas que ça nous coûterait aussi cher avec une volonté politique. Ça nous coûterait aussi cher que le système qui est implanté aujourd'hui. Parce que même en n'étant pas parmi les gros producteurs, s'il y a une vraie volonté politique, on met sur pied une raffinerie en quelques années pour moi, avec les bénéfices qu'on peut engranger. Alors, quand on regarde, par exemple, le ratio entre l'importation et l'exportation, la balance commerciale, avec ou sans le pétrole, les revenus du pétrole boostent le niveau de la balance commerciale. D'à peu près, aussi, si on enlève le pétrole, on descend à 30% facilement. Parce que ce qu'on consomme, les produits de base, eh ben, la majorité est importée. Donc, du coup, on dépense beaucoup en importation. C'est pour ça que on essaye d'avoir de l'argent dans les exportations pour justement pouvoir importer. Alors que si le gouvernement baisse certaines taxes, comme ils ont fait aujourd'hui, hein, il y a des taxes qu'ils n'osent pas appliquer, par exemple, sinon ce sera encore beaucoup plus cher que ce qu'on a aujourd'hui. Mais pour perfuser la balance commerciale et pour que le déficit n'explose pas, le Cameroun a besoin de cette devise-là pour importer et garantir le franc CFA. Mais on ne peut pas décemment considérer que tu produis du pétrole, tu le vends brut, tu le rachètes raffiné et tu le revends à un prix exorbitant à ta population. Ça défie toute logique. À partir du moment où tu le vends déjà à un prix exorbitant, je ne vois pas trop où on peut parler de subventions. Ils arrivent de temps en temps à garder le prix de l'essence à peu près entre 1,50 je crois et 1,80 dans certaines stations. Et quand tu regardes ce que ça coûte aux consommateurs par rapport au SMIC, parce que je pense qu'il faut évaluer ça aussi, parce que c'est bien de fixer le prix du carburant, mais ce qui serait bien aussi, c'est de regarder comment le consommateur fait pour vivre quand il en consomme. Donc là, quand tu vois qu'en France, quand tu as peut-être une petite citadine, tu es à peu près à 60 € pour un plein d'à peu près 40 litres, on se rend compte qu'au Cameroun, ils le payent 5 fois plus cher alors qu'ils sont producteurs de pétrole. Bon, est-ce que en pensant à mettre, je ne sais pas, à peu près une bonne centaine de milliards, je ne sais pas, 700, 800 milliards de francs CFA pour construire une raffinerie qui pourrait être financée par les revenus du pétrole, on pourrait arrêter de fonctionner de la manière dont on fonctionne aujourd'hui? Je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme un chauffeur de taxi qui dit un jour, « Ah, ma voiture est trop vieille, je préfère ne plus faire mon activité. » Alors que s'il continue son activité avec sa vieille voiture, eh ben, en un an, il peut engranger des bénéfices qui lui permettent d'acheter une nouvelle voiture. Donc, pour moi, c'est plutôt le gouvernement qui fonctionne avec des personnes qui sont assises sur leurs avantages et qui ne veulent pas les lâcher. Parce que
quand tu regardes, par exemple, toutes les magouilles qu'il y a dans leur, je ne sais pas où c'est la SND 30 ou c'est le DSCE, bref, dans aucun de comment je peux dire, de ces stratégies-là, tu n'as la responsabilité de qui que ce soit en haute instruction, comme ils aiment bien dire. J'ai essayé de regarder l'un des deux documents. Tu fais par exemple un contrôle F, tu fais président de la République, tu ne vois pas en quoi il a une responsabilité. Tu ne vois pas en quoi il a une responsabilité. Avec plein de statistiques. Et en fait, il n'y a rien dedans. Donc, tu ne peux demander à personne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le pétrole est géré. Eux, ils veulent s'asseoir sur leurs avantages. Et puis, c'est le citoyen qui paye. Voilà ce que je peux dire. Je peux avoir une question sur... Merci beaucoup, Jeanne Chantal. Après, c'est le tour d'Anango, mais je préfère qu'Anango réponde après Lyon Kamet parce que vraiment, je m'attends à quelque chose. Anango, vous allez répondre après Lyon Kamet. Lyon Kamet, bonjour et bienvenue et merci de nous avoir appelé le mouvement des ratés du Cameroun. Dites-nous, en ce qui correspond dans le sujet de fond, l'opposition au Cameroun. Tu connais la règle, Momo. Ne déroge pas à la règle. La règle, on s'est fixé un cap, on continue. Oui, on reste dessus. Je suis dans le cap. Voilà, donc mettez votre caméra. Le coût du pétrole, c'est 0,69 centimes. Est-ce que vous pouvez le coût du pétrole, c'est 0,69 centimes. Caméra. J'ai même aucune caméra. Non, pas, bonne journée. Ouais, pas. J'ai dit, vous avez raté. Allez, dégage, il n'y a pas de souci. Voilà. Bande de vendus. On va plus se mélanger avec des l'argent à Bruxelles, enfoiré. Ouais, laisse pas, on ne te veut pas. On ne se mélange plus avec les voyous. Faut vraiment qu'on arrête ça. Ok, c'est Janango, on vous écoute. La subvention du pétrole au Cameroun, est-ce qu'il y a vraiment une subvention? C'est Janango, vous vivez en France. La France, quand même, va chercher le pétrole en Afrique, en Asie, en Russie, vient quand même vendre le pétrole à la pompe à moins de 2 euros. Comment expliquez-vous donc qu'un pays comme le Cameroun, qui est producteur de pétrole, ne disposerait pas d'une raffinerie et puis vend le pétrole quand même à 840 francs à ses citoyens et que le SMIC en France, c'est quand même 1300 euros et le SMIC au Cameroun, c'est moins de 80 euros. Qu'est-ce que vous essayez, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter ce genre de propos sèches? Est-ce qu'il est là, sèche? Oui, moi j'arrive. Allô? Oui. Vous m'avez écouté? Non, tu peux reposer ta question. Alors, j'ai dit, vous vivez en France. Ouais. Vous vivez en France. La France va exploiter le pétrole en Afrique. C'est-à-dire, elle parcourt près de 7000 km. Ça va exploiter le pétrole au Cameroun via l'entreprise Perenco. Et quand Perenco exploite le pétrole au Cameroun, sur 100 barils, ils remettent 60 barils à Paul Biya et à l'État du Cameroun. Ils reviennent avec les 40 barils qu'ils ont exploités au Cameroun à l'état brut, ou quelquefois ils ont acheté ailleurs. Ils créent des raffineries, ils transforment ce pétrole, ils le vendent à la pompe à 1,40 €, 1,50 €. Et au Cameroun, on est incapable de construire une raffinerie. Et au Cameroun, on vend le pétrole à la pompe à 840 francs CFA. Et on dit subventionner ce pétrole d'ailleurs, parce qu'on l'aurait vendu un peu plus cher. Mais c'est Janango, quelle lecture faites-vous donc de la gouvernance et de la gouvernance autour du pétrole et de tout ce qui se passe? Est-ce que c'est une arnaque ou c'est une réalité? À l'évidence, il y a un flou artistique sur la façon dont le pétrole est géré au pays. Mais moi, je ne peux pas dire c'est une arnaque parce qu'il faudrait qu'au moment où je le dise, je sois en mesure de le prouver. Je sais quand même une chose, c'est que celui qui a le dernier mot dans tout le processus des matières premières, c'est pas celui qui la vend, c'est celui qui la transforme. Et que l'Afrique a eu le malheur, c'est que sa part de colonisation a eu lieu à l'ère de la mécanisation, ce qui fait que contrairement à des endroits du monde comme l'Inde et l'Amérique latine qui ont été colonisés bien avant nous, il
il y avait déjà les moyens de ramener les matières sur place et les transformer. Alors qu'à l'époque, quand on colonisait l'Inde et l'Amérique latine, on était obligé de tout faire sur place et ramener des produits semi-finis. Nous, on a eu cette malchance-là. Mais il faudrait qu'on mette en tête, dans la tête des gens, que celui qui a le dernier mot, celui qui dicte, c'est pas celui qui vend, c'est celui qui achète. Tu dictes si tu es le seul à vendre. Et donc, quand nous raisonnons matière première en Afrique, la plupart du temps, nous raisonnons comme si on était les seuls vendeurs. Et c'est une chose que je me tue assez souvent à expliquer aux gens parce que cette vision-là floute tout le reste. C'est-à-dire que toute l'opinion qu'on va avoir de la situation, ça va flouter. Maintenant, est-ce que vendre le pétrole signifie avoir les moyens de construire une raffinerie? Ben, tout dépend. Quel est le prix d'une raffinerie? Ça, c'est des choses qui doivent être chiffrées, hein, mon cher Momo. Étant donné, moi, je travaille sur la construction des usines. Je sais combien ça coûte. Ça coûte très cher. Par exemple, juste une usine de valorisation des déchets, c'est 1 milliard. C'est-à-dire c'est une usine qui te prend des déchets, tu les brûles. Un milliard de quoi, CFA ou euros? Non, pas francs CFA, d'euros. C'est très cher. C'est très cher la construction d'usines. C'est pour ça que je dis que si on veut faire un débat éclairé envers les gens, on doit apporter les chiffres et à partir des chiffres démontrer que c'est facile de construire. À l'heure où je suis, il n'y a pas les chiffres. Maintenant, si je pars du principe de la connaissance que j'ai du gouvernement, je ne vais pas leur prêter une bonne gestion. On est d'accord que c'est les gens qui savent mal faire, même quand il suffit de bien faire. Il y a des exemples. Par exemple, le stade. Oui, c'est pour te donner juste un chiffre pour que tu continues. Depuis que la Sonara s'est bourrée, l'État, la Caisse d'établissement des hydrocarbures prélève 69 francs pour participation à la construction. Et quand tu fais 60, ça dit que c'est 49 plus 27, ça qui donne 69 francs. Quand tu multiplies par 2 millions de barils de pétrole qu'on a vendus, on est largement au-delà du budget. C'est chiffré, tu sais vérifiable. Voilà, ça c'est intéressant quand tu me donnes un chiffre, ça permet. Est-ce que tu peux convertir en euros? Juste que j'ai une idée de ce que ça fait à peu près. J'ai une idée de ce que ça fait à peu près. Les collègues qui ont travaillé sur les... Anango, par exemple, j'ai ouvert un document là, Hydrocarbures Algérie, 6 milliards de dollars pour la construction de 4 raffineries pétrolières. 6 milliards de dollars, ça veut dire que la raffinerie a 1,2 ou 1,5 milliard. Une raffinerie, mais le Cameroun, l'argent qu'ils ont quand même payé depuis 4 ans. Oui, c'est là où je t'ai dit, à la base, sur ce point-là, étant donné que je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas les attaquer direct, mais je peux les attaquer parce que je sais beaucoup d'autres endroits où ils peuvent très bien gérer et où ils font mal. Et donc, partir de là pour dire qu'il y a des bonnes raisons de penser que même là-dessus, j'ai mal. Est-ce que tu vois un peu mon raisonnement? Moi, j'essaie toujours de faire en sorte que tout ce que je puisse affirmer, tout ce que j'affirme, je sois en mesure de le prouver. Et donc, comme on a quelqu'un qui a des chiffres et tout, voilà. Mais je sais une chose, c'est que quand tu regardes la gestion des stades, tu regardes par exemple, l'autre ami nous disait qu'il prélevait une partie de l'argent sur tout ce qui était vendu prétendument pour construire une raffinerie. Ok, très bien. Ça arrive assez souvent que les gars nous prélèvent plein de choses qui soient justifiées, qu'on ne voit donc, on ne voit pas le résultat. Il y a plein de gens qui payent l'électricité tous les mois, alors qu'ils ont eu l'électricité 2 jours dans le mois. Donc il y a plein de choses de ce type-là. Et moi, je pense que c'est à peu près le même genre de magouille. Bien sûr que c'est des mecs, quand il y a des dysfonctionnements, c'est là où il y a la corruption. Par exemple, un système qui tombe très souvent en panne, c'est très nocif pour les utilisateurs, c'est très mauvais pour nous autres, mais c'est très bon pour celui qui a la charge de la maintenance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et celui qui a la charge de la maintenance, l'expérience a montré sur plein de choses au pays, qu'ils avaient tous intérêt à ce que ça tombe en panne régulièrement, parce que c'est là-dessus qu'ils trouvaient ils réussissaient. Oui, le mec, il faut bien qu'il construise au village, qu'il construise un meublé, et puis voilà quoi. C'est toujours basé là-dessus. Qu'ils font leur prélèvement. Un système qui marche très bien. Moi, je te parle d'une confidence que j'ai eue de la part de quelqu'un qui gérait un système électromécanique là, sur les aiguillages des trains qui tombaient régulièrement en panne. Et on lui avait proposé une solution beaucoup plus électronique et pas chère avec les nouvelles technologies. Et il a dit non, monsieur, c'est mon gombo, ce machin-là qui tombe en panne tout le temps. Donc, si tu prends ça sur un petit système comme ça dont j'ai l'information, moi, je pense que c'est étendu. C'est une mentalité. C'est qui marche très bien. On aura peu de justification pour justifier la maintenance. Alors que si ça tombe en panne régulièrement et que le décideur il est dans le coup, bah tout va bien. Ah, donc qu'on prenne de l'argent pour une raffinerie qui n'est pas vendue, qui n'est pas construite, ça m'étonne pas de la part des Camerounais. Mais il faut savoir que quand on a le raisonnement qui consiste à dire on pourrait utiliser cet argent et baisser le prix du carburant, ça c'est une erreur que tu fais, Momo. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous, pour qu'on puisse être maître dans ce genre de choses, il faudrait que notre consommation
L'État, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Il te dit que oui, on est là pour Pardon, les intérêts je te donne le chiffre. Ah oui, pardon. L'État te dit qu'il est là pour la population. Sur le papier, c'est ça, c'est ce qui devrait être. Mais l'État, lui, cherche l'argent pour vivre parce que sans argent, il meurt. Et donc, qu'est-ce Le qui va se passer? chiffre est C'est de, que... je te donne rapidement, Oui, vas-y. 441 milliards, soit 590 millions d'euros. Oui, ils Donc, peuvent très bien. Oui, ils peuvent et très la bien. Voilà, prévision, dans le moment, qu'on il a avait raison. prévue pour remettre la Sodara en marche au point où ça peut raffiner le pétrole lourd du Cameroun est de 300 milliards. Donc, en réalité, Bon. si on commençait même ce chantier en 2023, on au aurait fil déjà... du Non, temps, on pouvait déjà, aujourd'hui, fin 2027, pas dire qu'on que aurait construit, mais on aurait quelque chose qui merci. commence en 2023. C'est les chantiers qui mettent à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Mais c'est que Merci Momo, beaucoup. du Donc, coup, ça donne raison à Momo parce que c'est les chiffres qui vont dans le sens que oui, ils sont en mesure de le faire, mais ça les arrange de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de piquer de l'argent, quoi. Donc, mais nous, tu sais, on est complices de ça. Je revenais par exemple sur le carburant. Je disais que tout pays qui produit du carburant voudra vendre à des gros consommateurs qu'à des petits consommateurs. Nous, on est des pays où on va encore à la pompe, on met 2 litres d'essence. Moi, j'étais plusieurs fois dans le taxi, je vois le taxi s'arrêter à la pompe, chauffeur met 2000. Voilà. On vend l'essence aux mecs, quand ils vont à la pompe, ils mettent 100 € dans la pompe, quoi. Ils mettent 70 litres. Donc, c'est pour ça qu'au Nigeria, ils produisent le pétrole, mais parfois, ils ont des pénuries de pétrole, alors que la production qui va à l'étranger ne s'est jamais arrêtée. C'est une question de, on vend à celui qui va l'acheter le plus, quoi. Si tu veux vendre à ta population, les revenus que tu vas en tirer ne sont pas suffisants pour te faire gagner de l'argent. Ils ne consomment pas assez. Ils sont très peu à avoir des motos, et une moto, ça consomme quoi? 2 litres par semaine. 2 litres par semaine. Donc, c'est pas avec ça que tu vas aller loin. Certes, tu vas avoir une population satisfaite, le pétrole n'est pas cher, ils ont le pétrole à disposition, très bien, mais toi, l'État, tu vas rien gagner derrière. Et c'est ce jeu d'équilibriste qu'il faut prendre en compte quand on charge l'État de façon à le charger uniquement là où ils sont responsables. En tout cas, merci pour tes chiffres là, Cédric, parce que moi, je vais regarder ça. Moi, je connaissais pas. oui, je vais te donner où tu vas regarder. Tu prends la fiche de la Mais caisse d'établissement ça rejoint l'habitude qu'ils ont, en fait. Nous, on regarde, tu sais, Momo, j'ai toujours l'habitude de dire que l'État, il nous ressemble. Parce que si nous, regardons ça à chaque fois, on ne fait pas. Regarde, les députés, ils sont où, Momo? Les députés, ils sont où, typiquement? Les députés, une fois qu'ils ont la bandoulière pour aller à l'Assemblée nationale toucher leur pognon, même s'ils sont de l'opposition, ils ferment leur gueule. Où est le député qui va tous les jours dans les plateaux télé? Parce qu'il a quand même une certaine immunité. Hein. Vous ne pouvez pas arrêter un député qui fait son travail. C'est très compliqué. Ça, c'est une barrière que j'ai pas encore vu l'État camerounais franchir. Ils ont arrêté des gens. On a même dit ils pouvaient pas les arrêter. Ils ont arrêté. Mais je pense encore relativement que quand vous êtes un élu au Parlement, vous avez quand même cette immunité qui vous permet de parler. Où sont les députés pour en parler? Ça, c'est typiquement ce genre de sujet, c'est les députés qui devraient soulever la gestion de l'État, les questions au gouvernement. Où est-ce que vous en êtes avec tel projet? Vous avez fait quoi? On n'a jamais ça. Vous savez qu'ici à la télé, il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne parlementaire qui montre ce genre de débat tous les mercredis où les ministres doivent venir répondre sur des choses en cours et que ce genre de choses ne peut pas passer. Ils justifient toutes les augmentations, ils justifient toutes les inflations, ils s'expliquent, ils se font assaillir par des députés parfois très énervés qui leur jettent même des chiffons pour montrer leur désapprobation. Parce que ces gens, ils viennent défendre le peuple. D'ailleurs, la dernière censure venait de ça. Hein. On avait augmenté les retraites. Il y a plein de partis qui ont dit, bah non, moi j'ai été élu pas pour ça. J'ai pas été élu pour aller défendre le fait qu'on réduise les retraites des Français. Ça, c'est le rôle des députés. Mais ça, ils font pas leur travail. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système qui est dans une certaine léthargie où les journalistes, ils n'enquêtent pas. Il y a plein de choses qu'on apprend. Moi, j'étais quand même assez souvent estomaqué d'en savoir plus sur Boko Haram en regardant France 2 ou l'enquête exclusive parce qu'ils envoyaient des hommes sur place faire des reportages de 45 minutes. Et une fois qu'ils avaient fini de faire le reportage, nous, les Camerounais, on venait dire « Oui, c'est les Blancs, ils ont fait le reportage, ils ne peuvent que dire dans leur sens. » Mais nous, on a des journalistes, putain. Pourquoi nous aussi, on va pas faire ce genre d'informations? Des journalistes d'enquête pour nous informer. Il n'y a pas ce genre d'émissions chez nous. Alors que c'est des émissions d'utilité publique. On a une chaîne qui est publique, c'est des émissions d'utilité publique, mais ils ne le font pas. Parce que nous ne regardons pas ce genre d'émissions. C'est des gars qui vendent du contenu. Nous ne regardons pas ce genre d'émissions. On préfère regarder Nyangono du Sud et sa dernière Saï. C'est ce genre de choses qui nous intéressent. Tant que nous ne serons pas vigilants sur ce genre de choses, ces gars, est-ce que vous avez déjà vu un voleur? Et ça, c'est des voleurs. On le sait, c'est des gros voleurs.
Est-ce que vous avez vu un voleur subitement devenir moraliste? Ça a peut-être arrivé, hein, des gars qui volent un matin, on ne sait pas ce qu'il a frappé, il dit qu'il a eu la grâce de Dieu, il va à l'église, il commence à rendre progressivement tout. Mais ça arrive, je sais pas moi, sur 1 million de voleurs, il y a peut-être 2 personnes qui ont fait ça, quoi. C'est pas quelque chose sur lequel on peut parier. Par définition, pour qu'un voleur arrête de voler, il faut le neutraliser, il faut l'interrompre. Et qui va interrompre ces gars-là? Si c'est pas nous, Momo. Je pense que c'est nous qui devons interrompre ces gars. Je vais donc relancer. Il y a Kadhafi qui est monté. Alors, il faut que j'explique quelque chose à un certain Klushko. Klushko me dit que hier, j'étais sur le panel d'Ahmed Kamel, j'étais contre Kamto. Évidemment que non. J'ai bien posé la question plusieurs fois aux gens. J'ai dit, vous avez Kamto. J'ai même tiré sur les sardinats qui disaient qu'ils veulent remonter, ils veulent remplir Paul Biya. J'ai dit, admettons, vous détestez Kamto comme vous voulez. Vous avez Kamto contre Paul Biya. Vous le remplirez pour un vieux qui est en légumes. Et le mec, il vient me dire que j'étais contre Kamto. Mais vous êtes sérieux là, Klashkov? Apprenez parfois à écouter les gens jusqu'au bout. À quel moment, même si j'étais contre Kamto hier, là, je t'ai dit quoi, en quoi je t'ai dit là que j'étais pour lui? Moi, je suis pour que le Cameroun change. S'il y a une alternative au changement, une alternative, je souhaite, pourquoi pas? Les gens qui l'attaquaient, je leur demandais quels étaient leurs arguments et je les mettais en difficulté pour montrer que ce qu'ils disaient sur Kamto, ça ne tenait pas la route. Mais ça, visiblement, quand on est suivi par des gens qui n'écoutent pas, c'est vraiment un problème, quoi. Et ça, c'est vraiment l'erreur que j'ai fait en 2018. C'est d'être suivi par des gens qui n'écoutent pas ce que tu dis. Ils veulent juste la chute. Il faut que quand tu finis, si tu n'as pas fini ta phrase par Kamto Oye, bah non, tu n'as pas soutenu Kamto. Non, mon cher ami, il y a plein de gens qui attaquaient Kamto. Et mon travail, quand quelqu'un a demandé Kamto n'est pas crédible, j'ai dit, ok, dis-moi en quoi, donc tu soutiens Paul Biya. Tu soutiens Paul Biya, oui. Donc tu estimes que Paul Biya est crédible. Oui, bah dis-moi en quoi Paul Biya est crédible. Le mec, il savait pas dire. J'ai plus tiré sur Paul Biya hier que sur Kamto. J'ai même pas tiré sur Kamto hier. Mais tu viens me dire, je ne soutenais pas. En fait, pour toi, il faut qu'on dise Kamto Oye, il faut qu'on dise que le seul qui doit succéder à Paul Biya, c'est Kamto. Mais mec, avec cette attitude-là, vous n'allez pas aller, vous n'allez aller nulle part. Défendez l'idée d'une alternative et soumettez les alternatives qui est, défendez-les. C'est tout. Moi, c'est sûr que si j'ai à choisir entre Paul Biya et Kamto, je vais choisir Kamto. Si j'ai à choisir entre Kamto et la plupart des politiciens qui sont au Cameroun, je vais choisir Kamto. Mais je ne vais pas venir dans un débat et de dire c'est Kamto ou rien. Tu braques le débat. C'est les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Ça, c'est quelque chose, vous n'arrivez pas à tirer les enseignements là-dessus. C'est pas la meilleure façon de faire. Il faut présenter l'intérêt d'une alternative, démontrer que oui, il est évident qu'on ne peut pas rempiler pour un légume. Enfin, excuse-moi, j'ai même dit hier dans le panel que si c'était MP Namachwa qui était là contre Paul Biya, j'ai choisi MP Namachwa, simplement parce qu'elle a encore toute sa tête pour diriger. Mais le mec qui est en couillon, il a rien compris, le gars. Il a rien compris. D'accord, merci Amadou. Ça n'a jamais été ma façon de faire. Donc, il faut défendre l'alternative. Évidemment que Kamto, c'était une très bonne alternative. Et d'ailleurs, hier, quelqu'un semblait dire, il est contre Kamto parce que Kamto idolâtrie Ouattara. Et je lui dis, justement, c'est un argument en faveur de Kamto. Si vous arrêtez un peu votre égoïsme, on a tellement, on a tellement lobotomisé le cerveau du Cameroun qu'il ne sait même pas ce qui est mieux. Vous avez un type qui est arrivé, qui a pris un pays en crise. Oui, non, je vous laisse. Le mec, il a pris un pays en crise. Attends 2 petites secondes. Au moment où je libère ça. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, le mec, il a pris un pays en crise après 10 ans des Gbagbo, donc personne n'est capable de se souvenir ce qu'il avait réellement fait. Il a tout changé. Il a quand même fait en sorte que les gens de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand ils parlent partout, en effet, moi je vais vous dire, habituellement, j'ai critiqué les CAN. Moi, je trouve que la CAN 2024 était meilleure que l'Euro 2024. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Qu'une compétition pareille organisée en Afrique puisse avoir du sens, quoi. J'aurais jamais cru dire ça. Moi, j'ai regardé l'Euro, je me suis fait chier devant l'Euro, mais un truc de malade. Mais la CAN, c'était une réussite formidable, quoi. C'est les Ivoiriens qui sont en train de dire Prado 4. On a eu beaucoup de discussions, Momo et moi, il y a quelques mois là-dessus, sur ces questions-là, où on défendait justement ce bilan-là. Donc, ceux qui semblent faire croire que, parce que Kamto ressemble à Ouattara, c'est un problème. Non, je dis, c'est un compliment. Et ceux qui veulent que les choses changent dans leur pays, doivent voir les choses comme ça. Regardez la Côte d'Ivoire, allez regarder la Côte d'Ivoire sur Gbagbo. Il y a des vidéos qui tournent là, qui résument très bien les 10 années de Gbagbo. Les 10 années de Gbagbo, c'était même pire que les 42 ans de Paul Biya. Enfin, je sais même pas si on arrive à faire pire que 42 ans de nullité, mais c'était exactement ça. C'était exactement ça. Et donc, vous avez un mec qui est arrivé, qui a réussi à hisser ce pays-là
quand même, les investisseurs, ils accourent. Plein d'investisseurs, ils vont. Je connais plein de Camerounais qui investissent là-bas. Je parle pas de Philippe Simo parce que c'est un plaisantin, mais des Camerounais réellement qui vont investir là-bas parce que c'est un climat. Il a réussi à imposer le droit. Par exemple, quand vous êtes Camerounais, vous êtes influenceur, vous racontez une connerie, il vous arrive rien. En Côte d'Ivoire, vous dites une bêtise, vous finissez mal. Il y a un groupe Patapouf là, je crois qu'il est en tôle en ce moment parce qu'il s'est filmé avec des billets. On est parti le cueillir pour dire mec, justifie-moi ce pognon. Il n'était pas capable de justifier. Il est en tôle le gars. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Cher Momo. Donc c'est un pays ne peut pas être prospère si le droit, un pays ne peut pas être prospère si le droit n'est pas au-dessus des hommes. Un investisseur ne va pas venir dans un pays où quelqu'un peut se fâcher un matin et signer un décret et voler sa chose. Le Cameroun ne garantit pas ça, la Côte d'Ivoire si. Donc oui, si Kamto ressemble à Ouattara, moi j'ai envie de vous dire 150 milliards de fois Kamto, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc c'est même pas, c'est celui qui croit que c'est insulter Kamto que de dire ça. On devrait prendre une planche, on fracasse sur sa tête pour que ça le réveille un peu les idées, quoi. Parce que je sais pas s'il est parti regarder la Côte d'Ivoire. Allez regarder la Côte d'Ivoire de 2000. Il y a plein de documentaires sur YouTube. Allez regarder ce qui se passait. On tuait des gens, il y avait des cadavres dans les rues. Les mecs, vous savez d'où ce pays-là part? C'est peut-être parce qu'on a eu trop justement, de paix dans la plupart de nos villes que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous savez pas d'où ils partent, les mecs. Vous savez pas ce que le gars, il a fait. Il a fait en 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il y a, ou 13 ans, Momo. Ouattara, il est arrivé qu'en 2011. Oui, ça fait 14 ans. Il a fait en 14 ans le quadruple de ce que votre vieillard, là, qui est encore à Yaoundé, a fait en 42 ans. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il a fait, quoi. Si, il a conçu le monument de la réunification. C'est quoi le monument qui est devant la poste centrale, là? Non, pas la poste centrale, devant le ministère, devant Hilton. Oui, oui, youpi, il a construit un monument, quoi. Moi, j'aime mon pays. Voilà, bravo, super. Rempilez pour 7 ans avec ça, quoi. Voilà. Il en construira d'autres. Voilà. Vous pourrez être fier de votre pays, vous pourrez aimer votre pays. Mais le seul pays où on fait tout dans les phrases et pas dans les actes. J'aime mon pays. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu aimes ton pays? Ce qu'on veut, c'est que tu serves ton pays, point barre. Mais les Camerounais, ils considèrent que, non, ils considèrent que dire j'aime mon pays, bah, en fait, c'est avoir tout fait, quoi. Si on te donne le montant, si on te donne aussi le montant qu'on a pris au monument, là, tu vas dire que, mais ça, c'est quoi ça? Comme d'habitude, non? Le montant est exorbitant, hein. En fait, je vais te dire, ce que tu ne sais pas, mon cher ami, c'est que sous ce monument-là, ça, c'est le truc qu'on vous a pas dit. Tu sais la raffinerie que tu cherches, la raffinerie que tu cherches là, en fait, elle est sous le monument. Tu sais, un peu comme les hôtels là qui étaient sous le gradin des stades là. Elle est sous le monument, les gars. Il faut aller chercher, les mecs. Il faut aller chercher. Quelle qualité de monument d'abord? Là, tu tues des monuments. Mec, dans le arrête d'insulter ton pays, mon ami. Arrête d'insulter ton pays. Je te dis que la raffinerie est sous le monument. C'est Tolo qui m'a dit ça hier matin. Qu'est-ce que tu crois? Tolo, je l'ai eu ce matin. Il m'a dit, mais vraiment, les Camerounais, ils sont même pas reconnaissants. Le président, dans sa magnanimité, hein, j'adore ces mots-là d'ailleurs, s'agissant de Paul Biya, dans sa magnanimité, vous a offert une raffinerie qui est juste sous le monument de J'aime mon Cameroun. Donc vous voulez quoi? Voilà. Les barrages aussi sont le monument. Vous avez oublié les barrages. Tout ça là, c'est sous le monument. Non, c'est sous le monument. C'est sous le monument. C'est tout. Mais Adango, ce qui m'a dépassé, c'est qu'on construit un barrage hydroélectrique pour qu'ils puissent vivre dans l'eau et que les turbines tournent dans l'eau. Mais le genre de barrage qu'on a construit au Cameroun, c'est pour qu'ils ne vivent pas dans l'eau. Donc, on ne comprend pas. Dans la turbine bracelet, quoi, en fait, c'est ça? Oui, toi qui es ingénieur j'ai pas vu parce qu'en plus c'est mon domaine. J'ai pas vu. Excuse-moi, j'ai pas vu. Il faut que tu me donnes les infos parce que là c'est drôle. Donc tu me dis qu'on a construit un barrage. Donc on a construit un barrage, mais la turbine elle est hors de l'eau, c'est ça? Non, je parle pas de la turbine. En réalité, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, on a construit le barrage hydroélectrique. En saison sèche, on dit que ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Il n'y a pas de débit. Mais c'est qu'ils ont mal calculé leur coût là. Alors là, c'est très très mal calculé. Parce que normalement, quand tu calcules ton coût, le barrage, il est censé avoir une retenue qui assure un flux continu sur toute l'année en fait. T'es censé, s'il faut supprimer des villages, tu supprimes des villages, mais il faut stocker une quantité d'eau qui est telle que ça couvre la période d'étiage. Hein. L'étiage, c'est quand il n'y a pas assez d'eau sur le lit, quoi. C'est censé calculer, par exemple, quand tu vas dans les Alpes. Quand moi je vais là-bas en plein été, c'est presque désertique partout. Mais en fait, tous ces lacs de retenue sont remplis d'eau et les barrages ils tournent. Ici au Canada, il y a une province qui s'appelle Québec. C'est le Québec qui distribue l'énergie dans le Canada et une partie des États-Unis. Il dit que l'énergie, c'est pour ça que quand ils veulent se décider, c'est eux-mêmes qui décident de leur propre sort. Donc quand ils tapent la main ici, là, même les autres provinces ça comprennent. Sinon, il va te couper la lumière. D'accord. C'est ce qu'on appelle la force. Oui, il dit que c'est le Québec qui distribue
la lumière dans tout le Canada et une partie des États-Unis. Ok, on va donc passer la parole à Kadhafi. Mais Kadhafi, toi, tu as choisi le Yes, rôle. Momo.